je suis Philippe Baumier, directeur aéronautique au sein de la direction technique et des programmes à l'ONERA, qui est l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. Quel a été votre parcours d'étudiant? Alors j'ai une formation scientifique. Après un baccalauréat C, j'ai intégré les écoles préparatoires, donc Maths Sup, Maths P, et puis après avoir passé les concours, j'ai été admis à l'École centrale de Paris, où j'ai poursuivi donc mon cursus ingénieur, avec une troisième année spécialisée en mécanique des structures. Quel a été votre parcours professionnel à la suite de votre parcours d'étudiant? Alors, mon parcours professionnel est assez simple, puisque j'ai directement après mes études frappé à la porte de l'ONERA et j'y suis resté. Alors ce parcours à l'ONERA a été ponctué par trois postes différents, donc trois phases. J'ai commencé par mener des études et recherches pendant 13 ans dans le domaine de l'aérodynamique, l'aéroélasticité, l'aéroacoustique des rotors d'hélicoptères. Ensuite, j'ai eu la chance de diriger une équipe de recherche pendant 12 ans, toujours dans le domaine de l'aérodynamique, mais en élargissant un petit peu le périmètre de mes compétences. Donc c'était des voilures tournantes au sens large, donc les hélicoptères, les hélices, les turbomachines. Et puis plus récemment, donc depuis 2-3 ans, j'ai intégré la direction générale au sein de la direction technique et des programmes. Avez-vous une rencontre particulière durant votre carrière qui vous a influencé pour vous orienter par la suite dans une carrière liée à l'aéronautique? Des personnalités qu'on ne voit pas forcément dans le cadre de notre format d'éducation, dans les écoles d'ingénieurs ou autres. Oui, alors si j'avais un seul nom à citer, je citerais Jean-Jacques Philippe, qui était le premier coordinateur hélicoptère à l'ONERA. Dès que je suis arrivé à l'ONERA, il était déjà présent et qui a été le père des études et recherches sur les hélicoptères qu'il a dû lancer dans les années 50 à peu près. C'est une forte personnalité, très connue de toute la maison, hein, y compris des gens qui ne travaillaient pas sur les hélicoptères. Et il m'a influencé parce que il savait insuffler une motivation dans les équipes. Il était tout en haut de la hiérarchie, mais on le voyait tous les jours dans les bureaux. Voilà, il n'avait qu'un seul objectif, c'était promouvoir la recherche, faire en sorte que les gens travaillent ensemble et aller de l'avant. Et ça m'a vraiment donné l'envie de continuer dans le domaine de la recherche, dans l'aérodynamique en particulier, et sur les hélicoptères pendant 13 ans. Donc c'est quelqu'un effectivement qui, je pense, a marqué ma carrière au moins le début. Pleinement de votre passion pour les hélicoptères et notamment le développement de projets avec le partenaire industriel d'excellence qu'est Airbus Hélicoptères. Pouvez-vous nous faire part d'un ou deux projets développés entre l'ONERA et Airbus Hélicoptères notamment? Oui, alors j'ai eu la chance de participer à un projet, avec le recul, qu'on peut considérer comme un projet phare, en coopération directe avec Airbus Hélicoptères, sur le développement de rotors d'hélicoptères silencieux. Alors c'est une histoire qui remonte maintenant un certain nombre d'années, hein, on ramène aux années 90, lorsque Eurocopter, aujourd'hui Airbus Hélicoptères, est venu taper à la porte, est venu nous voir, l'ONERA, centre de recherche, et puis son équivalent européen, le DLR, en nous disant « Bon, on fait des super hélicoptères, mais on a un problème. Les rotors, ils sont bruyants. Donc, débrouillez-vous, mais proposez-nous des concepts, dessinez-nous des rotors qui feraient 2 fois moins de bruit que les rotors actuels. » Et donc on a commencé à se poser des questions, à mener des études, à écrire des équations, à développer des modèles, à imaginer des formes de pales, en coopération entre les aérodynamiciens, les acousticiens, les gens de la mécanique des structures. On a compris les phénomènes physiques qui étaient à l'origine du bruit.
On en a déduit des formes de pales un petit peu tarabiscotées, enfin pas rectangulaires, mais à double flèche. Ces pales, on les a conçues, on les a fabriquées, on les a testées en soufflerie. Tout ça avec le regard bienveillant de l'industriel à côté, bon, qui était pas complètement partie prenante du projet, mais qui le regardait avec intérêt. Et les essais qu'on a pu faire grâce à nos moyens d'essai, donc nos grandes souffleries, ont démontré qu'effectivement, ce concept permettait de réduire le bruit de 50%. Donc ça, ça a été le début de l'histoire. On a eu d'autres projets qui sont poursuivis ensuite en coopération entre l'ONERA et Airbus Hélicoptère pour traduire ce concept sur un vrai hélicoptère qui vole, puisqu'en soufflerie on a passé des modèles réduits uniquement. Et plus récemment, Airbus Hélicoptère a annoncé le développement de son futur appareil successeur du Dauphin, le H160, qui va être équipé de pales à double flèche, dites silencieuses, donc 50% de moins de bruit, qui donc ont trouvé leur origine dans ce projet auquel j'ai eu la chance de participer. Voilà. Donc ça, c'était une réussite. On est parti quelque part de la feuille blanche. Et puis, voilà, on va voir voler quelque chose avec du Onira Inside. Et puis, bon, voilà, on est fiers de voir qu'il y a des débouchés tout à fait concrets aux études et recherches que l'on peut faire. Alors ça, c'est un exemple emprunté au passé. Plus récemment, alors c'était pas Airbus Hélicoptère, mais vous avez peut-être entendu parler de la démonstration de décollage et atterrissage faite par Airbus avec un avion automatique, donc basé sur des systèmes d'imagerie, avec du traitement d'images derrière, avec des techniques d'intelligence artificielle. Et c'est des équipes de l'ONERA qui ont travaillé en plateau, donc avec Airbus, pour arriver à faire cette démonstration. C'était un exemple un peu plus récent, mais tout à fait emblématique aussi, et dont on est particulièrement fier. Oui, je crois qu'on est au cœur du métier de l'ONERA, hein. C'est-à-dire qu'on fait le pont entre des technologies amont, avec la science, entre guillemets, pure et dure, et puis le produit, hein. On fait de la recherche appliquée, de la recherche finalisée. C'est ça qui m'a plu quand je suis rentré à l'ONERA, et je pense que c'est ça qui peut attirer les futures générations d'ingénieurs et chercheurs qui ne manqueront pas de frapper à la porte. Alors, dans le cadre de grands projets, quelles sont les grandes lignes qui permettent de passer de l'étape de concept innovant à celui de technologie industrielle? Ça, c'est un vaste thème. La clé du succès, il me semble, et d'ailleurs c'est très bien illustré dans le projet dont je parlais, hein, le projet sur les pales d'hélicoptère, la Blue Edge, c'est d'avoir du début à la fin, dans tout ce processus de maturation technologique, ensemble, le centre de recherche, les académiques et les industriels. Alors avec des implications différentes en fonction de la maturité du projet. Au début, forcément, c'est les centres de recherche qui vont travailler sur des concepts de base pour faire des démonstrations partielles. Et à la fin, ça va être pris en main complètement par l'industriel, parce que nous n'avons pas la vocation, nous, l'ONERA, à faire voler un appareil, bien entendu. Mais avoir l'industriel dès le départ, au moins en observateur d'un projet, c'est la garantie qu'ils vont être partie prenante, et qu'à un moment donné, il pourra y avoir un déclic qui va leur faire dire « Ah, là, il y a vraiment quelque chose, je suis prêt à prendre la main, à investir », pour voir si vraiment il y a un débouché concret sur mes appareils. C'est vraiment ce travail en commun qui est, je pense, la clé du succès. Pouvez-vous nous présenter ce que représente l'ONERA? Alors l'ONERA, c'est l'Office national d'études et recherches aérospatiales. C'est un établissement public, à caractère industriel et commercial, créé en 1946. En quelques mots, l'ONERA, c'est 2000 personnes. Les 3/4 sont des ingénieurs et chercheurs, donc des scientifiques de haut niveau, qui mènent donc une recherche appliquée pour l'aéronautique, l'espace et la défense.
Une des caractéristiques, c'est que nous opérons à l'ONERA un parc de soufflerie, de moyens expérimentaux, unique en Europe, c'est le plus grand d'ailleurs parc de soufflerie en Europe, qui nous permet d'asseoir notre expertise sur ce qu'on appelle, nous, le triptyque modélisation, simulation, expérimentation. C'est-à-dire que on fait des expérimentations pour comprendre des phénomènes. Une fois qu'on les a compris, on est capable de les modéliser. Et quand on les a modélisés, ces modèles, on les met dans des codes de simulation numérique pour faire des prévisions. Voilà, ça c'est vraiment la carte d'identité de l'ONERA. Bon, sinon, voilà, nous sommes présents dans plusieurs régions en France. On a 3 centres en région parisienne, 2 en région toulousaine, un centre à Modane, un centre à Salon-de-Provence et un centre... Aujourd'hui, toutes les grandes industries aujourd'hui, effectivement, s'engagent pleinement dans le développement d'une approche globale pour réduire l'empreinte environnementale. Qu'en est-il en fait de l'ONERA ? Alors l'ONERA, en tant que centre de recherche et partenaire majeur du secteur aéronautique, est pleinement dans cette démarche. La réduction de l'empreinte environnementale est au cœur de nos recherches. Alors, ou bien dans une approche, on va dire, incrémentale, c'est-à-dire qu'on poursuit ce qu'on a fait depuis des dizaines d'années pour réduire la consommation des avions, en jouant sur l'avion, en jouant sur les performances des moteurs, en jouant sur l'intégration motrice, la façon dont le moteur est intégré à l'avion, mais aussi en imaginant des ruptures. Et les ruptures, aujourd'hui, telles qu'on les voit, ça va être des ruptures relatives aux sources d'énergie. Le kérosène qui est utilisé actuellement dans les avions, il est efficace, mais il produit beaucoup de gaz à effet de serre, le CO2 en particulier, et on s'est fixé comme objectif à l'horizon 2050 de réduire de moitié les émissions de CO2 de l'aviation par rapport à 2005. Ce qui est un vrai challenge compte tenu du fait que le trafic aérien aura à peu près triplé d'ici 2050. Donc, il nous faut envisager plusieurs voies pour atteindre cet objectif ambitieux. Une première voie, c'est celle de l'utilisation des carburants alternatifs, ou bien des biocarburants, ou bien des carburants de synthèse. On reste dans des carburants qui produisent du CO2, mais on n'utilise pas de l'énergie fossile. Et puis ensuite, il y a une deuxième voie, qui est de changer complètement de paradigme. Et là, on s'oriente ou bien vers l'avion électrique ou plus électrique, ce qu'on appelle l'avion hybride, donc de l'hybridation thermique électrique. Donc ça, c'est une vraie révolution. Et une deuxième révolution qui pourrait avoir lieu, alors peut-être à un horizon un petit peu plus lointain, c'est utiliser d'autres combustibles, comme par exemple l'hydrogène, qui permettrait de décarboner complètement l'aviation, puisque quand on fait brûler de l'hydrogène, en finale, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient de la vapeur d'eau. Alors, qui peut poser d'autres problèmes, notamment par rapport aux traînées de condensation, qui ont aussi un impact climatique, mais qu'il est important d'étudier. Et tout ceci va avoir un impact non négligeable sur les configurations des avions, parce que si on change les sources d'énergie, on va changer les moteurs, on va changer plein de choses, et donc la forme des avions, telle qu'elle est aujourd'hui, elle va être amenée à changer de façon significative pour atteindre cet objectif de réduction de l'empreinte environnementale. Donc on est un petit peu à un tournant, et c'est extrêmement motivant pour tous les gens qui sont dans ces études et recherches dans le domaine aéronautique. Alors, que conseillez-vous aux jeunes générations intéressées par les sciences en général et l'aéronautique en particulier? Alors, j'aurais 2 conseils. Le premier, commencez par vous spécialiser dans un domaine qui vous tient à cœur. Creusez, choisissez votre discipline, le contexte dans lequel vous voulez devenir un spécialiste d'une discipline donnée, d'un domaine donné, peu importe. Il sera toujours temps, à un moment donné, d'élargir le spectre pour avoir une vue d'ensemble et atteindre le Graal de la pluridisciplinarité dont on parle beaucoup. Mais mieux vaut être pluridisciplinaire en ayant un cœur de métier où on sait de quoi on parle, plutôt que d'être incompétent dans tous les domaines. Et c'est toujours plus facile d'aller dans ce sens-là, plutôt que de commencer par avoir une vue d'ensemble et puis de se spécialiser après. Je
crois que c'est Cédric Villani qui avait dit quelque chose qui en substance allait dans ce sens-là. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, si vous en avez la possibilité, faites une expérience à l'international, une expérience de coopération. C'est extrêmement enrichissant. Je l'ai personnellement vécu avec nos équivalents en Europe allemands, le DLR. J'étais amené aussi à coopérer avec la NASA, avec l'US Army. Il n'y a rien de plus motivant que de voir comment les autres travaillent et de créer des synergies pour avancer plus vite finalement. Donc voilà, c'est un peu les deux conseils que je donne. Au niveau des jeunes ingénieurs notamment, on a toujours eu un écho, ceux qui vont travailler aux États-Unis, lorsqu'on s'attaque à un grand projet scientifique, on va s'adapter à la démarche expérimentale, les différentes étapes. Et on nous fait souvent l'écho qu'en fait, le fonctionnement français et européen est qualitatif et très intéressant, mais quand on va à l'étranger, on est un petit peu bouleversé, gêné par les différentes étapes, ils ne fonctionnent pas trop comme nous, quoi. Et en fait... Je crois que c'est ce qui fait la richesse des échanges à l'international, hein. Personne ne fonctionne exactement de la même façon et on se fait sa propre idée. Moi personnellement, c'est vrai que dans mon cursus d'études, bon, j'ai fait des manips, mais bon, c'était pas forcément ce qui me branchait parce qu'on n'insistait pas beaucoup là-dessus. Bon, en finale, en étant à l'ONERA, en ayant vu un petit peu comment ça se passe à l'extérieur, on change un petit peu de philosophie, on se dit ah ouais, si, c'est quand même extrêmement important. Donc il faut croiser les expériences et quoi de mieux que de la coopération internationale pour ça. Pour finir, les associations scientifiques et techniques au sein de notre société sont-elles une nécessité pour vous? Et pourquoi, bien entendu? Une nécessité sans doute, bon, ça contribue à ce qu'on appelle un peu vulgairement le réseautage, mais je dirais que il faut aller au-delà du réseautage. J'ai des cartes de visite, j'ai des bons contacts, bon, voilà, c'est peut-être très valorisant, mais ce qui est le plus important, c'est que c'est grâce à ces sociétés savantes qu'on arrive finalement à se dire « Ah ben tiens, j'aurais peut-être besoin de compétences ou de spécialistes de tel domaine et la discussion que je viens d'avoir, ça me permettrait peut-être d'aller voir ce qui se fait dans tel labo et d'aller voir un petit peu au-delà du cadre, hein, parce que je vous ai beaucoup parlé d'aéronautique. Aujourd'hui, l'aéronautique, elle maîtrise un certain nombre de choses, mais elle va devoir utiliser ce qui se passe dans d'autres domaines. Hein, j'ai parlé des nouvelles sources d'énergie, l'électrification, les batteries. C'est pas nous qui allons les développer. Il y a des spécialistes pour ça, des spécialistes de l'énergie. Et grâce à ces sociétés savantes, on a accès à des compétences de milieux que l'on ne connaît pas forcément. Et ça stimule la créativité. Très bien. Merci, monsieur.